Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence intitulée « Le monde occidental, une source de pouvoir chamanique ». Donc nous avons aujourd'hui le plaisir et le privilège d'accueillir Madame Doriane Slaghenofi, je ne sais pas si je prononce bien, ça va. qui est doctorante en anthropologie sociale à l'Université de Provence, donc à l'Université d'Aix-Marseille. Actuellement, elle travaille à l'écriture d'une thèse dont le titre est le suivant: Le chamanisme à l'épreuve de la modernité entre tourisme chamanique et église évangélique. La soutenance est prévue pour novembre 2019, donc dans quelques mois. Avant de débuter son doctorat, Doriane a d'abord fait un DEA portant sur les ONG à Cusco, au Pérou. Et donc à ce moment-là, elle était inscrite à l'université Toulouse-Le Mirail. Un DEA pour les non-initiés est un diplôme d'études approfondies, donc c'était dans le système français un diplôme qui préparait à la thèse et que les étudiants faisaient entre la fin de leur maîtrise et le début de leur thèse de doctorat. Donc pour son DEA, Doriane a fait un premier voyage, c'était en 2004, dans le village Shipibo de San Francisco, en Amazonie péruvienne, afin d'y réaliser un travail exploratoire en vue de sa thèse. L'exploration lui a tellement plu, si je puis dire, qu'elle a renoncé momentanément à son projet de thèse et qu'elle a décidé de rester sur place. Donc elle reste dans ce village durant 3 ans et elle y rencontre son futur mari, un chaman Shipibo, avec qui elle a 3 enfants. Et en 2014, elle a décidé de reprendre ses études et donc elle s'est inscrite en doctorat d'anthropologie à l'Université de Provence pour réaliser une thèse portant sur les modalités de changement du chamanisme traditionnel au contact d'un tourisme occidental en quête d'expériences hallucinogènes et des églises protestantes. Son mariage avec un Shipibo, lui-même chaman recevant des touristes, lui a permis d'avoir une connaissance très approfondie de ce commerce, ainsi qu'un accès et un premier contact beaucoup plus facile avec ses informateurs au cours de son travail ethnographique. C'est dire que sa thèse est très attendue dans la communauté scientifique. Aujourd'hui, elle va donc nous parler de ses recherches dans une conférence intitulée « Le monde occidental, une source de pouvoir chamanique ». Donc je laisse la parole à Doriane. Okay. Fruit de l'agrégation au début du XXe siècle de plusieurs groupes de langues pano, parmi lesquels les Chetebo, les Shipibo et les Konibo étaient les plus importants. Les Shipibo, dont il s'agit ici, forment actuellement une population d'environ 30 000 personnes. La plupart d'entre eux résident dans des villages situés le long du fleuve Ucayali, en Amazonie péruvienne, et de ses affluents dans une zone de la forêt centrale qui correspond au département de l'Ucayali et à la partie méridionale du département de Loreto. Les Shipibo se sont imposés comme l'ethnie dominante dans cette région, en effectuant par le passé des raids pour obtenir des femmes et des esclaves chez d'autres groupes de langue pano qu'ils ont fait reculer et affaiblis. Ils ont de la sorte pris le contrôle des plaines alluviales de l'Ucayali, l'écosystème le plus riche de la Haute-Amazonie. Au cours des dernières décennies, de nombreuses familles se sont également établies dans des villes, à Pucallpa surtout, la capitale de la région, et à Lima. Les Shipibo sont aussi dénommés Shipibo-Konibo par l'État péruvien et les organisations indigènes, mais il semble que ce double ethnonyme tombe aujourd'hui en désuétude. Et du coup, moi, je préfère utiliser le terme Shipibo parce que les individus s'identifient plus à ce terme. À partir du XVe siècle, les Shipibo ont réussi dans une certaine mesure à échapper aux missions chrétiennes en fournissant aux jésuites et aux franciscains des Indiens capturés lors des raids en échange de sel et de métaux. Ils échapperont également à l'esclavage lié à l'exploitation du caoutchouc au XIXe siècle, d'une manière similaire aux raids d'Indiens qu'ils pratiquaient autrefois pour les missionnaires, en fournissant là encore des esclaves aux patrons caucheros. Cette position particulière leur a permis de conserver une identité culturelle forte,
qu'il valorise aujourd'hui en développant des stratégies commerciales destinées à un public occidental, notamment par le biais de leur chamanisme traditionnel, entre guillemets, qui, fondé sur l'usage de végétaux, dont certains sont psychoactifs, connaît un écho retentissant auprès de touristes occidentaux et latino-américains en quête d'expériences hallucinogènes. De même, les objets en céramique, autrefois utilitaires, ainsi que les graphismes traditionnels qui servaient jadis d'ornement, sont devenus aujourd'hui une forme d'artisanat commercialisé. À première vue, tout rappelle les néo-indiens, dont on peut voir des exemples du nord au sud du continent américain. L'exploitation par les Indiens de leur propre patrimoine culturel, le tourisme ethnique et chamanique, l'expérience des hallucinogènes, la commercialisation de l'artisanat peuvent susciter le dégoût pour un anthropologue idéaliste face à la corruption de l'authenticité des cultures. Or, il semble au contraire que cette pénétration de la modernité au sein des villages Shipibo participe en réalité à la logique d'appropriation exogène sur laquelle se structure la pensée amazonienne. Selon une pensée perspectiviste, où les Indiens alternent entre les positions de prédateur et de proie, l'autre devient en effet une nécessité ontologique afin de se construire soi-même. Donc là, j'explique pour comprendre la pensée amazonienne. La productivité, la fertilité et la créativité trouvent systématiquement leur origine à l'extérieur, selon un principe d'incomplétude ontologique. C'est-à-dire qu'ils ont besoin des autres pour se constituer eux-mêmes. Or, il y a un paradoxe. En dépit de sa nécessité ontologique, cet extérieur est perçu à la fois comme dangereux, terrifiant, associé au danger, à la violence, au cannibalisme potentiel, impliquant un risque constant de perturbation de l'ordre social établi et un basculement vers des postures destructrices asociales. Dans un tel contexte, si autrefois... Voilà, ça c'est la carte. Voilà. Dans un tel contexte, si autrefois le rapport à l'altérité se manifestait sous la forme d'une relation de prédation, donc les guerres intertribales, la chasse aux têtes, le cannibalisme, etc., dont les victimes étaient conçues comme une nécessité ontologique, il semblerait que de nos jours, cette nécessité ontologique soit encore en vigueur dans le contexte de la modernité. En effet, si les chamans se tournent vers une clientèle occidentale, c'est bien évidemment parce que leur activité peut être très rentable, mais c'est aussi une forme d'appropriation d'éléments exogènes. Au-delà des richesses monétaires, la personne même du touriste constituerait une nécessité ontologique qui est vécue comme un mode d'accès au monde occidental. Conformément à la conception émique évoquée précédemment, la question qu'on se pose alors est la suivante. En quoi ces éléments d'altérité constituent-ils, pour le chamanisme Shipibo, des objets d'appropriation susceptibles de construire une altérité constituante, répondant à un besoin de restauration d'un pouvoir qui a été précédemment érodé par le contact en longue période avec le monde occidental. Donc, pour répondre à cette question, je traiterai 3 points. La cure chamanique destinée aux touristes, l'étude des mécanismes subversifs de traduction et de réappropriation du monde occidental par les chamans Shipibo à travers l'analyse de la technologie des plantes et des livres de pouvoir. D'abord, je vais montrer brièvement en quoi consistent les croyances Shipibo pour mieux comprendre la suite. D'une façon générale, on admet que la pensée des Indiens des basses-terres amazoniennes se caractérise par une conception animiste des ontologies, établissant un rapport de fluidité entre les règnes humains et non humains. À cet égard, les Shipibo considèrent que les humains, les animaux sauvages et certains végétaux, les plantes enseignantes ou les plantes de pouvoir, sont pourvus d'un poids ontologique. Si rien ne prouve qu'humains et non-humains soient dotés des mêmes instances animiques et principes vitaux, il m'a été impossible d'en établir une liste exhaustive. Les réponses varient en fonction des personnes interrogées.
On sait toutefois que tous possèdent un maître détenteur de l'espèce qu'il a engendrée. Ce maître est considéré comme une méta-espèce ou une figure excessive contenant toute l'essence ontologique de ces créatures. Au vu d'un environnement socialisé, pour reprendre l'expression d'Escola, les attributs dont jouissent ces espèces en font des personnes, capables, au même titre que les humains, de s'autodéfinir comme population et de s'organiser en communauté ou en société, généralement au sein de la forêt. Elles sont dès lors dotées de connaissances précises qui ne sont accessibles qu'aux chamans. En langue shipibo, le chaman se dit Unanya, détenteur du savoir institué ésotérique. Donc on va aborder la première question, une cure chamanique destinée aux touristes. Si autrefois le chamanisme s'est révélé inefficace à soigner les maladies contractées au contact des Blancs, aujourd'hui les chamans shipibo se disent capables de soigner les maladies des Occidentaux, le sida notamment, le cancer, différents types d'addictions, la drogue, la boulimie, la pornographie, etc. Il faut savoir que d'un point de vue hémique, la maladie est conçue comme le résultat d'une agression extérieure, autrement dit une agression sorcellaire, produite par une entité humaine ou non humaine qui contamine ses victimes par ses attributs pathologiques. De la sorte, les maladies des Blancs sont considérées par les Shipibo comme le résultat d'un style de vie nocif associé à la technologie, la pollution et les activités cognitives, notamment la lecture et l'ordinateur, qui tous sont considérés comme possédant un maître, autrement dit un esprit, entre guillemets, susceptible de contagier les individus en introduisant dans leur corps des virus. Dès lors, par contagion des attributs de ces entités maléfiques, entre guillemets, les Occidentaux, ou gringos, comme on les appelle au Pérou, apparaissent aux Shipibo comme des êtres morts et dénués de sensibilité. Notons que l'intelligence pour les Shipibo associe sensation et cognition. Ils n'ont pas la même définition que nous. À l'opposé, ils considèrent leur propre peuple comme doté d'une grande vitalité et d'une grande intelligence associée à leur contact direct avec la nature. Donc là, par exemple, cette photo, là, on peut voir, ça c'est une peinture qu'un chaman a faite, et on peut voir comment il se représente l'occidental, son patient. Donc en fait, le chaman est là-haut, dans le coin, et avec une feuille, c'est des feuilles, soi-disant, elles sont réputées enlever le mal. Il frappe la personne comme ça, et il enlève le mal du patient. On peut voir là, dans son ventre, il a des bouteilles, des choses qui représentent ce qu'il mange. Toute la pollution de ce qu'il ingère. Et en bas, là, au niveau des pieds, il est enchaîné. En fait, c'est le système occidental qui l'enchaîne. Voilà. Voilà. La cure thérapeutique, qui est réservée aux gringos, va alors consister à transformer leur corps afin de le rendre plus réceptif au règne végétal, ce qui équivaut à leur faire subir une forme d'indigénisation. À ce titre, il faut savoir que plutôt qu'une simple enveloppe corporelle biologique, la conception amazonienne du corps consiste en un ensemble de manières, de modes d'être, d'affects et de capacités qui constituent un habitus. Dès lors, soigner un patient, qu'il soit local ou occidental, consiste à peupler son corps du potentiel ontologique des plantes enseignantes. Pour cela, le gringo, ou le kirinko en langue shipibo, est soumis à un procédé chamanique que les Shipibo qualifient de diète, par lequel il est exposé à toute une série de pratiques corporelles, telles que l'ingestion, l'inhalation, le cataplasme, le bain de plantes, la sudation, la prise de plantes émétiques ou encore l'aspersion de parfums, qui ont toutes pour objectif d'attirer les maîtres des plantes enseignantes, voilà, c'est ça. Et ces procédés s'accompagnent de restrictions alimentaires, sociales et sexuelles rigoureuses
dont le but est d'incorporer les attributs des plantes et ainsi soigner les Occidentaux. Dans un tel contexte et selon un état de santé conçu comme un ensemble à la fois somatique, psychologique, social et spirituel, le processus thérapeutique implique l'expulsion des substances polluantes matérielles et immatérielles hors du corps du gringo. Alors, dans cet ordre d'idées, il devient évident que l'effet recherché est bien la modification du comportement des touristes, des patients, des touristes, jugés non conformes aux critères de moralité Shipibo, c'est-à-dire le façonnement de leur personnalité par les plantes. Il s'agira par exemple de rendre insoutenable pour son consommateur tout usage de drogue et d'alcool, mais également d'adoucir un individu colérique ou jugé trop impulsif, ou encore d'ouvrir, entre parenthèses, une personne considérée comme trop solitaire, trop introvertie ou trop intellectuelle. Le rituel d'ayahuasca, alors l'ayahuasca c'est une décoction hallucinogène qui est ingérée par le chaman et ses patients. Des fois les patients n'en prennent pas, ça dépend, au cours d'un rituel, qui accompagne à raison de 2 à 3 fois par semaine les pratiques précédemment décrites, donc la diète, fonctionne comme un catalyseur permettant de rendre opératoires les différents végétaux jeûnés par le patient et vient ainsi renforcer le dispositif de socialisation par les plantes agencé au cours de la diète. Dans ce rituel, l'Unanya, le chaman Shipibo, s'applique à nettoyer le corps du patient infesté par les virus qui ont été introduits et à lui transmettre la vitalité des plantes enseignantes par le biais d'un procédé synesthésique, sonore, olfactif, visuel et tactile, où les chants qu'il prononce, qui sont perçus comme la voix des maîtres des plantes, les parfums chamaniques avec lesquels il asperge le patient, qui serait l'odeur des maîtres, la vision qui lui est induite par l'effet du breuvage, ayahuasca, qui lui serait montrée par les maîtres, et l'imposition de ses mains sur la tête du patient agissent ensemble, faisant intervenir humains et maîtres des plantes dans le cadre d'une condensation rituelle qui prend la forme d'un dispositif performatif total. Autrement dit, l'efficacité thérapeutique repose sur une dynamique relationnelle spécifique fondée sur la condensation d'une multitude de maîtres végétaux agissant ensemble dont le but est de transmettre aux patients leur vitalité méta-humaine afin de le guérir. À cet égard, si dans la pensée amazonienne, l'individu devient humain par le biais d'un façonnement corporel, la peinture corporelle, la déformation crânienne, le tatouage, la perforation, les parures, les vêtements, rappelons que le corps n'est pas conçu comme une enveloppe corporelle, mais comme un habitus. Au moyen des exercices rituels précédemment décrits, l'Unanya procède à ce que les Shipibo appellent l'habillement du gringo, qui est désormais paré, au même titre que les patients locaux, des graphismes invisibles traditionnels. Le voilà. Ça, c'est le graphisme que les femmes se mettent, enfin, les hommes aussi d'ailleurs. C'est le kene, il s'appelle kene. Et ces graphismes sont porteurs de l'essence ontologique des plantes enseignantes, censés donner force et vitalité aux patients. Et c'est aussi une protection contre les entités malveillantes. De ce fait, le gringo, traditionnellement perçu comme mort et insensible, devient par son habillement, autrement dit par l'indigénisation de son corps, une vraie personne à la fois humaine et vivante, soit une personne forte, en bonne santé, intelligente au sens de l'association entre cognition et sensation. Ces différents procédés sous-tendent en réalité une forme de désocialisation de l'habitus occidental qui est défini comme non conforme aux critères de moralité Shipibo et son remplacement progressif par un habitus indigène. Ce qu'on comprend alors à travers tous les procédés auxquels les touristes occidentaux sont soumis, c'est que la thérapie chamanique en indigénisant le gringo fonctionne comme un procédé agentif visant à affirmer la suprématie du monde indigène sur le monde occidental.
À ce propos, il est communément établi que les maux dont souffrent les gringos sont plus faciles à soigner que ceux des patients occidentaux. Si bien que les pathologies occidentales constitueraient une version plus douce des prédations symboliques locales, avec des virus beaucoup moins redoutables que les entités malveillantes locales qualifiées de Yushin. Suivant une telle perspective, on voit se dessiner une configuration antinomique entre d'un côté des Yushin redoutables associés à la nature, donc à la forêt amazonienne et ses avatars, et de l'autre des virus moins puissants se rapportant aux instances chimiques et technologiques du monde occidental. Nous verrons maintenant que les secteurs les plus prisés de la société dominante et le monde occidental sont aussi sujets à remaniement par les chamans Shipibo afin de faire valoir leur suprématie. Voilà. Donc, la technologie des plantes. Les plantes enseignantes, jeûnées au cours des pratiques chamaniques, de même que la prise d'ayahuasca, qui constitue la plante enseignante par excellence, permettrait aux chamans Shipibo de découvrir l'ailleurs, en l'occurrence le monde occidental, ainsi que sa technologie et sa médecine, et d'en intégrer les composantes dans une cosmologie locale, structurellement propice aux hybridations. En effet, le dispositif synesthésique, sonore, olfactif, tactile et visuel qui est à l'œuvre dans le rituel d'ayahuasca, s'il permet aux chamans de déceler les pathologies présentes dans le corps du patient occidental, lui permet également d'avoir accès à l'habitus du gringo, du patient occidental. Autrement dit, à sa personnalité en tant que manière, mode d'être, affect et capacité. Dès lors, les rituels que les Shipibo partagent avec les Occidentaux représentent pour ces Indiens beaucoup plus que de simples thérapies. Ils visent en réalité une manière de s'approprier un ensemble de connaissances exogènes afin d'acquérir du pouvoir chamanique dans le cadre d'une altérité constituante. Dans un tel contexte, les éléments propres à la société occidentale, la technologie, la littérature, les sciences, la médecine, les sciences occultes, deviennent des sujets de connaissances à intégrer au panthéon végétal. Je parle de sujets et non d'objets, car ces éléments sont considérés par les Shipibo comme détenteurs d'un maître et dotés d'une ontologie spécifique. Donc pour eux, c'est des sujets. Pour ce faire, l'ayahuasca, en tant que commutateur de perspective, pour reprendre l'expression de Pierre Deléage, procède à un dispositif de traduction, de récupération et d'appropriation des traits les plus contemporains par le biais d'un principe d'équivalence entre le cadre de référence indigène et le cadre de référence occidental, donnant lieu à des élaborations cosmologiques complexes. Prenons un exemple. Sous l'effet des plantes, l'Unania se dit capable de se transformer en chirurgien. Sa transformation, de même que la reformulation de la scène rituelle en institution hospitalière ou en salle opératoire, dotée de personnel médical d'apparence humaine, mais dont l'origine ontologique est végétale, agissent comme des marqueurs de puissance considérable. De même, les téléphones portables et satellites, qui, selon les dires des chamans, seraient des objets que leurs esprits auxiliaires, autrement dit les maîtres des plantes, leur auraient délivrés, constitueraient un équivalent moderne des oiseaux chanteurs et messagers auxiliaires du chaman. Voilà, donc là on a une photo d'une chirurgie végétale. Là-bas c'est le chaman avec le patient qui est couché. Et ça, c'est la technologie des plantes qui est représentée par des mouvements, de la brillance, des couleurs vives. Ça représente la vitalité méta-humaine des maîtres des plantes. Dès lors, dans une société qui envisage le monde végétal comme le modèle de connaissance par excellence, avant tout autre système d'apprentissage, la technologie des plantes est d'emblée jugée supérieure à celle du monde occidental. D'accord. Dans la mesure où elle est considérée comme porteuse de l'agentivité méta-humaine des maîtres végétaux, traduisant une force et une vitalité indéniablement supérieures à celles des occidentaux, caractérisées par la faiblesse et l'absence de vie. On a affaire ici à une technologie vivante, en opposition à la technologie morte des occidentaux.
le dispositif de récupération et de traduction des traits de la société dominante par les Shipibo constitue là encore un mécanisme concurrentiel destiné à renverser la relation traditionnellement asymétrique entre Blancs et Indiens jusqu'à prendre le dessus sur le monde occidental. Même l'écriture des Blancs, si redoutable pour les Indiens d'Amazonie, selon Lévi-Strauss, ne saurait échapper à la force d'appréhension des plantes chamaniques. Donc les livres de pouvoir. Si les Unanias privilégient le savoir oral sur le savoir livresque dans leur apprentissage et dans leur rituel chamanique, l'étude des livres de magie est de plus en plus répandue chez les chamans Shipibo depuis la fin des années 90 en tant que complément du savoir oral végétal. Selon les dires, les chamans n'étudient pas les livres pour faire du mal dans le cadre de pratiques sorcellaires, comme il est généralement d'usage de le faire, parce qu'il faut savoir que d'un point de vue émique, le livre est traditionnellement conçu comme un instrument sorcellaire. Ils l'utilisent pour se protéger des attaques des sorciers, détenteurs du pouvoir livresque, et être en mesure de soigner leurs victimes. Donc, selon un processus similaire à l'apprentissage chamanique végétaliste, l'apprentissage du livre pour les Unanias est envisagé comme un dispositif visant l'instauration d'une relation avec le maître du livre, afin qu'il lui transmette ses attributs via des restrictions sociales, sexuelles et alimentaires. Son enseignement est alors activé par la prise d'ayahuasca qui agit comme un catalyseur. On l'a vu déjà, capable de transformer l'enseignement de l'écriture en une forme visuelle qui fait du livre un canal métascripturaire. Voilà, ça c'est le maître du livre tel qu'un chaman me l'a peint. Donc on peut voir que par rapport à tout à l'heure, par rapport à la photo précédente, les couleurs sont ternes et sombres, parce que contrairement aux maîtres des plantes, qui sont considérés comme originaires de la forêt et avec lesquels les chamans essayent d'établir des alliances de parenté, donc qui sont caractérisés par la lumière, la brillance, etc. Ici, les maîtres des livres se rattachent au monde occidental, donc à une entité étrangère considérée comme diabolique. Et du coup, ça se ressent parce que c'est terne et sombre. Voilà. Pour revenir à l'apprentissage, loin de constituer une activité intellectuelle, le livre est ici détourné de sa fonction première pour être réinterprété dans une version chamanique, permettant la communication avec les entités surnaturelles des Blancs et l'accès à leur savoir, soit à leur essence ontologique. Ainsi, comme avec la technologie occidentale et la médecine moderne, il s'agit d'un dispositif de traduction et de réappropriation du livre par le chamanisme Shipibo. On emprunte le symbole du livre tout en maintenant sa réalité étrangère. Notant à ce titre que les Shipibo, comme les autres sociétés amazoniennes d'ailleurs, en l'absence de savoir institué, donnent la priorité au savoir ostensif, sur le savoir différentiel. Si bien que l'apprentissage chamanique se réalise par le biais du ressenti et de la vision. La vision constitue le modèle de connaissance par excellence pour ces populations. Dans son livre « Le principe de la chimère, une anthropologie de la mémoire », Carlo Severi a montré que les Amérindiens développent des procédés mnémoniques à partir des images qui assument et préservent du sens de manière durable lorsqu'elles sont accompagnées d'un usage rigoureusement structuré de la parole rituelle, ce qui s'appelle le parallélisme. Cette forme d'apprentissage s'applique aux Shipibo. S'ils étaient autrefois capables de mémoriser les récits énoncés par les conteurs, par le biais d'un procédé pragmatique et ostensif, la vision et la parole orale constituaient des dispositifs mnémoniques qui remplaçaient l'apprentissage par l'écriture et continuent encore aujourd'hui de fonctionner comme tels dans l'initiation chamanique. À cet égard, les Shipibo d'âge adulte affirment que lorsqu'ils étaient à l'école, ils avaient des difficultés à mémoriser les textes écrits et accusent l'enseignement scolaire de leur avoir fermé la mémoire. En cela, ils opposent un savoir oral ouvert, pragmatique et relationnel
un savoir livresque, fermé et séparé, qui ne leur permet pas de développer leur intelligence. Ils estiment que sans apprentissage oral, un individu n'est pas capable de développer sa mémoire et que les Blancs sont des personnes vouées à l'oubli. Suivant une telle perspective, le Shipibo, qui possède un esprit fort, en l'occurrence doté d'une bonne mémoire, s'oppose à un occidental caractérisé par un esprit faible et oublieux. Donc la conclusion. Dès lors, l'exemple d'appropriation des composantes modernes développé ici fonctionne comme une stratégie permettant de résoudre une situation de crise, en l'occurrence une déstabilisation culturelle et un affaiblissement du règne végétal par la manipulation par le chaman du pouvoir des Occidentaux. Donc, l'aptitude chamanique à alterner entre la perspective indigène et la perspective occidentale, c'est-à-dire à posséder deux points de vue concomitants, n'est autre qu'une stratégie permettant d'adopter la perspective des gringos tout en les maintenant à distance, en proclamant la supériorité de la technologie et de la médecine allopathique des plantes sur la technologie occidentale, de même que la supériorité du savoir végétaliste oral sur le savoir livresque écrit. En somme, ce qui est visé ici, c'est le fait de devenir l'autre, mais en ses propres termes. Dès lors, les Unaniens deviennent, en quelque sorte, des traducteurs de monde, capables de mettre du sens, de relier différentes perspectives qui peuvent sembler incommensurables à première vue. Dans un tel contexte, pour des sociétés dont le fondement est la relation à l'altérité, ce jeu de dédoublement serait plutôt envisagé comme le moyen d'acquérir certaines capacités occidentales, autrement dit, capturer le pouvoir des Blancs pour mieux l'indigéniser. Toutes ces observations nous permettent de répondre à la question initiale, à savoir que la prédation, qui caractérise le mode d'interaction traditionnel de cette société, est toujours en vigueur aujourd'hui dans son rapport au tourisme et à la modernité, tant dans le mode d'approche thérapeutique que les chamans utilisent à l'égard des Occidentaux, que dans leur manière de s'approprier les connaissances technologiques, livresques et médicales. Ces mécanismes visent en réalité une volonté d'indigénisation de la modernité, pour reprendre l'expression de Salins, en tant que volonté de faire valoir sa différence et de disposer d'un espace propre au sein du système monde, dans le contexte d'un chamanisme de plus en plus homogénéisé, visant ainsi à acquérir du pouvoir chamanique, certes, mais aussi un statut économique, social et parfois politique avantageux. Voilà.